Donc, bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. À l'animation, moi-même, Samuel Lacharité. Nous avons comme invité aujourd'hui le professeur d'histoire Talbot Imlay. C'est pas fin de ma part. Donc, qui nous entretiendra aujourd'hui au sujet des collaborations entre les socialistes européens à propos des questions internationales, notamment à travers l'Internationale, qui est une organisation que nous allons découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on va traverser tout ça à travers 3 blocs, comme à l'habitude. Monsieur Imlay est un professeur d'histoire titulaire à l'Université Laval. Vous vous intéressez principalement à l'histoire des relations internationales au 19e et au 20e siècle. Vous avez publié plusieurs livres et nous allons nous intéresser aujourd'hui à votre dernier qui vient tout juste de sortir, The Practice of Socialist Internationalism, European Socialist and International Politics, qui couvre la période 1914 à 1960 et qui sort aux presses universitaires d'Oxford. C'est quand même un ouvrage impressionnant là, de 500 pages. C'est un peu long, oui. Un peu trop. Un peu trop, peut-être. Ben, avec une période aussi longue. En effet, c'est normal. Hein? Puis, quand même, vous avez couvert une vingtaine de pays, c'est-à-dire le centre d'archives d'une vingtaine de pays. Oui, une vingtaine de oui, en effet. OK, quand même, ça aussi, c'est impressionnant. En vingtaine, je ne sais pas, c'est peut-être une quinzaine. Une quinzaine. Mais bon, pas plusieurs, mal, oui. Plusieurs, oui. Au moins une bonne dizaine, bonne quinzaine. Disons, oui. Et comme on fait, à l'habitude, on demande toujours à notre invité qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au socialisme puis à l'internationalisme, plus généralement? Bonne question. Je crois que, c'était en partie ma thèse qui date maintenant. Dans ma thèse, j'ai travaillé un peu sur les socialistes, et donc c'est un sujet qui m'intéressait, la politique socialiste, la politique internationale, surtout ma thèse, c'était dans les années 20 et 40. Oui. Il y a ça. Il y a le fait aussi, je crois que jusqu'à maintenant, j'avais pas mal. Mes acteurs principaux étaient les acteurs étatiques. D'accord. Et donc, où soit les représentants de l'État, les militaires, les diplomates, quelquefois les industriels qui sont pas vraiment... Mais je ne sais pas, ça me tentait aussi. J'avoue que politiquement, je suis assez... Le socialisme, la social-démocratie européenne est assez... disons que je suis à l'aise avec avec ces idées-là en général. Avec ça. Donc, le sujet m'intéressait. Il n'y avait pas tant... il y avait des choses, mais il n'y avait pas... la plupart de l'historiographie était vraiment concentrée sur chacun des partis. C'était une historiographie assez nationale, ou faite dans un cadre national. Donc, on travaillait beaucoup sur les socialistes français, sur les socialistes allemands, sur les travaillistes, etc., etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas les prendre tout ensemble, voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est après ça, après ça, je ne sais pas... Après ça, il fallait que je fasse quelque chose. Il faut toujours poursuivre la recherche. Oui, voilà. Donc, parfait. On va déjà enchaîner avec notre première pièce musicale. Puis comme on s'intéresse aux socialistes puis à l'international, on ne peut pas ne pas faire jouer l'international. Voilà. Donc, à la base, c'est un poème composé par Eugène Pottier lors des événements dramatiques de la Commune de Paris, qui va être ensuite mis en musique plus tard, puis qui va quand même le cri de ralliement pour divers groupes de gauche, les socialistes, mais les communistes aussi, les anarchistes même, qui va traverser l'histoire un peu du 20e siècle. Peut-être un des seuls points d'accord avec ces différents groupes. Là. Enfin, un qui est clair. Donc, nous allons écouter ça, puis on vous revient ensuite. On va parler de coopérer dans une Europe déchirée après la pièce. Bonne écoute. Debout les dames de la terre, debout les forçats de la femme. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, pour nous. Finale,
dans le gorge pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisir ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Alors, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Nous poursuivons sur une histoire des socialistes et de leur collaboration en Europe. Nous sommes avec M. Talbot-Imlay, professeur d'histoire à l'Université Laval. Et donc, on va poursuivre un peu avec le début de votre ouvrage. Dans votre ouvrage, vous vous intéressez aux pratiques internationalistes des socialistes. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement quels sont les grands partis socialistes en Europe au début du 20e siècle? Oui. Bon, je crois que souvent on parle des les trois principaux, le Big Three. Oui. Ce sont l'SPD, le socialiste allemand, le parti allemand, le SFIO, le PS-SFIO, donc le parti français, et le parti travailliste qui, probablement au début du siècle, est moins important. Après ça, il y a d'autres partis qui sont moins importants, mais quand même parti belge, parti hollandais. Ils sont moins importants en termes de... Oui, ils sont moins importants parce qu'ils ont leur pays à moins de poids. En effet, d'une certaine façon, l'internationalisme socialiste reflète un peu l'équilibre du pouvoir européen. Donc, c'est pas pour rien que c'est la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont les partis les plus importants. Il faut dire aussi que ces partis sont très importants au niveau national, dans chacun des trois pays. Donc, c'est ça. Donc, le livre, bon, je parle des autres partis, mais le livre, les trois proies, d'une certaine façon, les trois piliers du livre sont les Allemands, les Français et les Britanniques. Puis c'est ça, c'est un peu peut-être des synonymes. C'est sûr qu'il y a des subtilités entre les Allemands, bon, c'est les sociaux-démocrates. En France, on les appelle les socialistes. Oui, puis, oui, non, bien sûr. En Grande-Bretagne, c'est les travaillistes. Mais... Oui, mais oui. Et il y a des différences, mais pas énormes d'une certaine façon. Bon, à l'intérieur de chaque parti, il y a des fractions, il y a des clivages, il y a des débats. Mais globalement, c'est, disons, le socialisme démocratique qui est probablement ce qui distingue tous ces partis. D'accord. Donc, qu'est-ce qui les réunit? C'est ça, c'est un socialisme démocratique? Je crois qu'ils ont plusieurs choses. Il y a, ils ont une histoire, des références semblables, Marx, etc. Donc, il y a mais je crois qu'aussi, avant 1914, tout le monde est socialiste. Il n'y a pas le communisme, n'existe pas comme et donc toutes les différences sont au sein du parti. Après, les socialistes européens vont se définir par plusieurs choses, mais une chose importante, ce serait qu'ils ne sont pas communistes. C'est un rejet du bolchevisme et tout ce que ça représente. Donc, eux, ils vont être réformistes. Eux, ils vont être démocrates. Eux, ils vont être... Donc, avant l'arrivée des bolcheviks, ces questions-là se posent à l'intérieur du parti, exactement. Mais ils ne sont pas dans deux partis. C'est ça. Donc, ils sont... la social-démocratie est en grande partie démocrate et anti-bolchevique dans tous les sens. Le bolchevisme vraiment devient l'anti-modèle, l'image miroir d'une certaine façon du socialisme européen. OK. Parfait. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, justement. Puis, l'autre grand thème, disons, du livre, c'est l'internationalisme. Qu'est-ce qu'on entend exactement lorsqu'il est question d'internationalisme?
on peut voir ça de plusieurs façons. On peut voir ça comme une identité. D'accord. On peut voir ça comme une doctrine, une idéologie peut-être. Tout ça, pour moi, reste assez vague. Pour moi, je m'intéressais à la pratique, en effet, la coopération. On est internationaliste parce qu'on travaille avec d'autres socialistes. D'accord. On travaille ensemble, on coopère ensemble, on essaye de trouver des solutions, soi-disant socialistes à des problèmes. Et donc, pour moi, l'internationalisme, c'est un type de structure formelle et informelle. Formelle dans le institutionnel. Il y a plusieurs sites institutionnels de coopération, mais aussi informels, les amitiés qui se lient entre les socialistes, entre les partis, entre les individus, un passé, une expérience commune, commun qui est important. Donc, c'est ça. Je crois que, pour moi, ce qui est intéressant, c'est moins au niveau doctrinal ou au niveau idéologique, qui souvent reste assez vague, difficile à définir, mais concrètement, les socialistes coopèrent ensemble. Et c'est une des choses qui distingue les socialistes. Ils ne coopèrent pas avec les autres. Ouais. C'est vrai que c'est pas au niveau national, ils sont en coalition souvent avec d'autres partis, mais au niveau international, il faut être socialiste pour être membre du club. Ouais. Et donc, si on n'est pas, donc les communistes sont exclus, les chrétiens démocrates sont exclus. C'est vraiment quelque chose qui appartient aux socialistes. Donc, justement, du point de vue plus formel, il y a l'international en tant que tel, qui regroupe, c'est ça, là, ceux qui se définissent comme socialistes en Europe. Oui, non, c'est ça. Donc, en principe, chaque pays a un seul parti. Il y a quelques exceptions, et c'est ça, c'est la manifestation institutionnelle de cette volonté de coopérer. OK. Donc, il y a les partis. Est-ce qu'il y a d'autres organisations au sein de l'international, comme des organisations? Oui, il y a d'autres... ça dépend à quelle période, mais il y a les jeunesses socialistes, qui est un type international de jeunes socialistes. OK. Il y a un international des socialistes femmes qui souvent se réunissent en parallèle aux hommes, même s'il y a quelques femmes qui sont avec les hommes, mais les socialistes étaient toujours très genrés dans le sens. Il y avait la sphère des hommes auxquels quelques femmes pouvaient participer. Il y avait la sphère des femmes, et les femmes socialistes s'occupaient des questions sociales, des enfants. Donc, il y avait ça. Il y avait dans l'entre-deux-guerres, et avant, de toute façon, pour une bonne partie du 20e siècle, il y avait aussi une coopération sportive, des événements internationaux sportifs, des vacances, des échanges. Donc, il y a toutes sortes il y a peut-être, on peut dire, un type d'internationalisme de base où on encourageait les militants d'interagir avec des militants de d'autres pays. OK. Ça, c'était... Donc, d'où l'idée où vous parlez d'un peu d'une identité. Souvent, quand on parle d'identité socialiste, si on parle d'identité internationaliste, l'idée, c'est un peu qu'on s'identifie comme internationaliste, et pas seulement ou pas principalement comme national. Donc, je ne suis pas français, mais je suis internationaliste, ou je suis les deux. Oui, puis on le pense un peu en opposition avec le nationalisme. Mais souvent, les socialistes vont dire qu'il n'y a pas d'opposition. Ils ont souvent dit que je peux être à la fois un bon Allemand et un bon internationaliste, ou un bon Français et un bon internationaliste. Le problème, de toute façon, ça nous amène pas très loin, ce type de déclaration. Ce qui est intéressant, c'est de voir, je crois, quand on est face à un problème concret, quelle position on prend, et est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, comprendre la position de l'autre, et est-ce que cette position de l'autre a une influence sur nous? Parce que si on est braqué sur nos positions, qu'est-ce que ça veut dire d'être internationaliste? Donc, mais je trouve que la notion d'identité est assez intéressante, mais difficile de savoir quoi faire avec.
Donc, d'une certaine façon, j'ai laissé à côté la question identité parce que je n'avais pas vraiment une réponse. Comment opérationnaliser ce concept pour mon cas pour moi, c'était pas évident. Je ne savais pas quoi faire. Ben justement, on va aller dans des cas spécifiques et pas le moindre. La Première Guerre mondiale, donc c'est un moment évidemment très divisif pour l'ensemble de l'Europe. Donc les socialistes qui sont réunis, on a mentionné les trois principaux. Pour les Français, les socialistes français puis allemands vont être en guerre contre. Donc comment finalement on va réussir à... Est-ce que l'international va perdurer? Est-ce qu'il y a quand même des collaborations pendant la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui se passe avec l'internationalisme? Souvent on dit que l'internationalisme socialiste est mort en août 1914 avec les principaux partis, presque tous les partis, avec l'exception de 2 en effet, se rallient à la nation. Il y a plusieurs problèmes avec cette idée que c'est mort, que l'internationalisme socialiste est mort en 1914. Premier problème, c'est que ça continue à exister après 1914. Ouais. Et on voit pendant la Première Guerre mondiale que petit à petit, on commence à tisser des liens entre socialistes. Et l'international est un enjeu dans les débats socialistes. Les différents partis se regardent. C'est pas toujours directement. Les Allemands vont rarement parler directement aux Français, mais ils vont parler par des intermédiaires, par exemple, par les Hollandais qui sont neutres, ou peut-être les Scandinaves qui sont neutres aussi. Donc, l'idée qu'on appartient à une communauté, que quelque chose existe, continue. Autre chose, c'est que la grande majorité des socialistes avant 1914 n'ont jamais nié le fait de la nation, l'appartenance à la nation. Et très, très peu ont nié l'obligation de la défense nationale. Donc, l'idée que dans le cas que si la patrie est en danger, il faut que les socialistes la défendent. Donc, c'était pas en contradiction. En principe, le fait de se rallier à la nation en guerre n'était pas en contradiction avec l'internationalisme socialiste tel que défini par les socialistes à l'époque. Donc, non, je crois que c'est un peu cette idée que c'est mort en 1914 et de mal comprendre ce que c'était avant. Mais on entend souvent ce type de déclaration. On entend, mais c'est donner une définition à l'internationalisme socialiste que les socialistes de l'époque eux-mêmes n'avaient pas. Donc, je vois pas anachronique. En effet. Puis, est-ce qu'ils vont, justement, en s'engageant, parfois on a appelé ça l'union sacrée, donc avec le gouvernement un peu national dans la guerre, par exemple, ils vont participer, je pense, au ministère du Travail là, pour ce qui est Oui, en Français. France, dans plusieurs pays, les socialistes vont entrer dans le gouvernement. Ce qu'on va voir essentiellement dans presque tous les pays en guerre, c'est qu'une division... La montée d'une opposition à l'intérieur du parti, une critique de la position gouvernementale, surtout autour de les buts de guerre. Et de plus en plus de socialistes dans chaque pays vont dire qu'on devrait chercher une paix de compromis. Il y a une partie des socialistes qui vont rester accrochés sur la position gouvernementale qu'il faut mener la guerre jusqu'à la victoire finale, jusqu'au bout, il faut qu'on gagne. Mais de plus en plus, il va y avoir une minorité de plus en plus vocale et visible et forte qui disent non, il faut... et un des arguments de cette minorité, il faut utiliser l'international socialiste, cette communauté, pour trouver comment on peut sortir de cette guerre comment on peut trouver une voie de compromis pour sortir de cette guerre avant que tout le monde se meure. Donc oui, non, la guerre est un moment assez important et intéressant pour les socialistes. Puis ils vont réussir en quelque sorte à reformer une internationale après la guerre, mais pas sans. Ça va être difficultés. Ça serait en effet ce qu'ils vont faire. L'international d'avant 1914, le deuxième international va être refondé en 1923 comme l'international ouvrière et socialiste, qui est en grande partie assez semblable en termes de fonctionnement, en termes de contraintes, en termes de règles, que l'international d'avant 1914. Mais c'est une internationale. Mais maintenant, on est plus dans... Il n'y a pas une seule famille socialiste et toutes les querelles sont à l'intérieur. Il y a une partie de cette famille qui
qui s'est détaché, qui est quitté et n'est plus dans la famille d'une certaine façon. Et ça, c'est évidemment, c'est surtout les bolcheviks, les communistes, qui vont carrément... Oui, c'est ça, parce que dans certains cas, ça va être assez spectaculaire. Comme en France, finalement, les communistes vont prendre carrément le contrôle du parti en tant que tel. Puis, ça va être dans le cas français, la majorité vont voter pour aller fonder le PCF. Ils vont laisser la minorité va rester la vieille maison et très très vite si on prend le cas français, mais c'est pas le seul cas, les socialistes vont dépasser les communistes et pas mal de ces socialistes qui deviennent communistes vont ensuite quitter le parti communiste quand ils comprennent que c'est pas l'instrument de leurs espoirs, c'est autre chose. Donc, il va y avoir quand même des mouvements là, après. Mais il y en a qui vont revenir au Parti socialiste, il y en a qui vont être un peu orphelins politiquement, qui ne trouvent pas leur place. Mais en effet, il y a une division, l'émergence du bolchevisme et ensuite l'émergence du Troisième International divise profondément les socialistes. Le choix, pour la plupart, et le grand débat à partir de 1918, 1919, 1920, jusqu'à 1921, parce qu'à ce moment-là, c'est plus ou moins décidé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour les socialistes, c'est est-ce qu'on se joint au Comintern, qui propose un modèle de l'internationalisme, ou non? Il y en a qui vont essayer de... Et donc, ça, sinon, est-ce que on retourne à le socialisme d'avant, c'est-à-dire très réformiste, etc. Ou est-ce qu'on cherche une troisième voie? Il va y avoir une quête d'une troisième voie qui ne va pas marcher. Entre un socialiste réformiste puis un communiste révolutionnaire. Oui, un socialiste qui serait un révolutionnaire, mais non bolchevique. D'accord. Et ce qu'on constate assez vite, pour plusieurs raisons, dans l'Europe... de l'après-guerre, il n'y a pas de place politique pour ce type de socialisme. Ça devient très, très minoritaire et marginal. Et la plupart de ces gens vont réintégrer les partis socialistes, mais vont rester très critiques et vont être marginalisés, en effet, à l'intérieur des partis. Donc c'est ça, la Troisième Internationale, ou aussi appelée le Comintern, fait une division. Puis, l'Internationale ouvrière socialiste, donc celle des socialistes, est-ce qu'ils ont un discours commun vis-à-vis la Troisième Internationale, le Comintern? Oui. Une critique dure? Un critique, c'est un rejet total du Comintern. Le Comintern, c'est le dictateur du parti, c'est une organisation qui est super hiérarchique, super directive. Dès les années 1920, on a conscience de ça. Mais en effet, c'est le Comintern qui provoque des divisions dans les partis, parce que le Comintern dresse ses conditions, les fameuses 21 conditions. Donc, ils les envoient au Parti socialiste en disant, si vous voulez vous joindre au Comintern, il faut que vous prêtez allégeance à ces conditions. Et c'est le modèle bolchevique, un noyau très, très dur de militants, complètement subordonné à Moscou, aux soviétiques, et pour la plupart des socialistes, et aussi prêts à utiliser la violence, ce que la plupart des socialistes, presque par définition, ne veulent pas. C'est la voie démocratique qui prennent. Donc, il y a le socialisme de l'entre-deux-guerres, pour la plupart, il y a quelques exceptions, comme toujours, mais est défini en partie enragé au modèle bolchevique. Ce que le bolchevique propose. D'accord, parfait. Donc, on va prendre une pause musicale là-dessus. On va écouter La Révolution de Prokofiev. Donc, c'était une pièce composée dans les années 1930 pour le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre. Donc, on écoute ça, puis on revient après la pause musicale, puis la pause commerciale. Bonne écoute.
Re-bienvenue à tous à Chiz 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, on s'intéresse au socialisme et à l'internationalisme comme une pratique en Europe principalement. Et on a comme invité M. Talbot Imlé. Nous parlions avant la pause, finalement, un peu des impacts de l'arrivée des bolcheviks et de l'URSS. Qu'est-ce que ça a changé dans le portrait de l'univers socialiste en Europe. Et puis donc, on va poursuivre un peu dans les mêmes années, c'est-à-dire les années 1920, 1930. Et est-ce que les socialistes, bon, on disait qu'ils étaient d'un commun accord contre le communautaire, mais vice-versa aussi, hein, le communautaire était contre eux. Et au-delà de ça, est-ce qu'ils portaient en général un projet commun dans l'Europe d'entre-deux-guerres? Oui et non. C'est-à-dire que, bon, ils sont... Au niveau, disons, au niveau national, bon, il y a toutes sortes ils parlent d'instaurer ou appliquer le socialisme, ce qui est défini de plusieurs façons, mais à l'international, est-ce qu'ils ont un projet de politique internationale? Oui et non. C'est-à-dire qu'ils prennent la paix, la coopération internationale, les négociations, le désarmement. Donc, c'est toujours à partir d'enjeux spécifiques qui... oui, c'est ça. Parce que d'une certaine façon, ce qu'ils prennent comme grands principes sont prenés par beaucoup de non-socialistes aussi. Il y a pas, dans les années 20, il n'y a pas grand monde qui est pour le réarmement. Il n'y a pas grand monde qui dit que je suis pour la guerre. Donc, d'une certaine façon, je crois que c'est plus intéressant de voir comment ils répondent à des problèmes ou des questions précises et non pas les grands principes parce qu'ils sont, à la fin, ils sont assez vagues. Oui, c'est ça. Puis, on peut le voir dans l'action, en plus, ce qui se passe. On peut prendre un exemple, si vous le voulez bien. Par exemple, la crise de la Ruhr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que la crise de la Ruhr et comment les socialistes sont positionnés? Oui, mais ça commence avec l'occupation de la... Bon, ça commence avec l'occupation de la Ruhr par les Français et les Belges, mais principalement les Français, on croit janvier 1923. Suite à le non-paiement de réparation à la France et à la Belgique par l'Allemagne, la Ruhr est important parce que c'est la région industrielle. Donc, l'idée de la politique française, le gouvernement français, c'était au moins de forcer, en prenant ce gage, de forcer le gouvernement à Berlin, les Allemands de payer des réparations. La Ruhr et pendant la crise qui provoque, avant la fin des années 30 et la guerre civile en Espagne, la crise qui provoque le plus de problèmes pour les socialistes, en partie parce que les socialistes français, pour la plupart, n'aiment pas le gouvernement français, n'aiment pas sa politique de force, mais sont d'accord que l'Allemagne devrait payer des réparations. Et donc, le problème, si l'Allemagne ne paye pas les réparations, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils sont un peu confrontés à ce problème. Les Allemands, par contre, le SPD, les socialistes allemands, pensent que les réparations ils sont d'accord en principe que l'Allemagne devrait payer des réparations, mais ils pensent que le montant est beaucoup trop élevé et que il devrait... Donc, au départ, disons que le terrain d'entente n'est pas énorme. Par contre, et malgré pas mal de disputes et de tensions et de récriminations, à la fin, les socialistes européens, les Français, les Anglais, les Allemands, les Belges, etc., trouvent une solution qui propose une solution essentiellement. Même avant la crise de la Ruhr, même avant l'occupation de la Ruhr, ils avaient déjà proposé un projet qui est un projet qui va rassembler beaucoup au plan d'Oz, qui va être négocié par les gouvernements et les banquiers en 1924 et qui va éventuellement mettre fin à la crise de la Ruhr. Et en partie, ça ne veut pas dire que je voudrais pas dire que le plan d'Oz est un plan socialiste. En effet, il y a un argument que c'était juste du bon sens d'une certaine façon. C'est ce qui propose
c'est difficile d'imaginer une autre solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que les socialistes sont les premiers qui le forment d'une certaine façon, qui formulent concrètement et qui font du lobbying dans les parlements nationaux pour ce type de plan. Donc, à la fin, ils ont une influence oui, dans la politique. Oui, je crois, oui. Oui. Ah, parfait. Donc, on poursuit. On va prendre un autre exemple, sans doute important là, pour l'Europe en général, parce que justement, on s'intéresse aux socialistes européens, mais bon, ces pays européens-là ont de grands empires coloniaux, là, surtout la France et l'Angleterre. Est-ce que les socialistes en général ont une opinion par rapport à ça, à des empires coloniaux? Est-ce que ça diffère, par exemple, avec des socialistes italiens puis allemands qui, là, pour le coup, n'ont pas d'empire colonial? Oui et non. C'est-à-dire que je crois que si on prend les socialistes européens comme un bloc, généralement, je dirais qu'ils sont réformistes en termes du colonialisme. Et leur idée, c'est de mieux gérer le colonialisme. Un colonialisme qui est moins d'abus, qui est moins en faveur des indigènes, des populations indigènes, etc., etc. Donc, ils ne remettent pas en cause, avec quelques exceptions, le fait du colonialisme. Il y a une acceptation générale il y a un problème la réalité, c'est qu'il y a des colonies qui ne sont pas prêtes à être indépendantes. Donc, l'indépendance n'est pas une option. Et dans ça, ça ressemble beaucoup disons, le régime créé par la Société des Nations avec les mandats. Les mandats, c'est... les pays coloniaux ont une obligation de gérer ces colonies dans les meilleurs les meilleurs intérêts des populations locales, des indigènes, et en même temps éventuellement dans un avenir très très lointain. Donc ça, c'est globalement la position socialiste. Donc ils mettent beaucoup d'accent sur la critique la pratique du colonialisme. Donc ils vont critiquer telle ou telle politique, telle ou telle façon de faire, mais ils ne remettent pas en cause. Un problème pour les socialistes, c'est pas le seul, est que le seul grand mouvement politique en Europe qui remettent en cause le colonialisme pour des fins assez cyniques, mais peu importe, ce sont les communistes. Et les socialistes sont tellement allergiques aux communistes qu'ils ont des difficultés à... toute proposition communiste est vue avec beaucoup de méfiance. C'est pas la seule raison. Je crois qu'aussi, on n'est pas... l'entre-deux-guerres n'est pas un moment dominant. C'est pas comme après 1945, on commence à imaginer la possibilité dans un avenir assez proche de l'indépendance pour plusieurs colonies. On ne se pose pas, ces questions-là. Mais il y a quelques-uns qui le posent, mais ça ne fait pas partie du débat, du discours du royaume de possibilités pour la plupart pour la plupart des politiciens, pour la plupart des acteurs dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est une position très réformiste qu'ils ont. Et aussi, c'est une question difficile. Et donc, d'une certaine façon, on a l'impression, ils aiment mieux pas trop en parler. Oui, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant et on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, c'est ça, c'est essentiellement ça. C'est pas un peu leur cheval de bataille là, dans non, c'est pas l'Empire ne joue pas le rôle dans le monde, dans l'imaginaire socialiste qu'il avait joué après 1945. C'est pas un sujet. C'est un sujet d'actualité, mais il y a d'autres sujets qui sont pour eux beaucoup plus actuels. Ouais, justement, parlons-en d'un qui est immense pour l'Europe dans ce moment-là. Bon, une montée progressive du fascisme. Il y a l'Italie en premier, puis ensuite l'Allemagne. Comment les socialistes vont réagir face à cette montée-là du fascisme, pas seulement dans les années 30? Plusieurs façons. D'abord, il va y avoir une dénonciation farouche du fascisme. Les socialistes sont parmi les premiers je crois la plupart qui comprennent que le fascisme n'est pas seulement
une menace à l'intérieur des pays à la démocratie, mais il reste la menace de la guerre est incarnée, est ancrée, est inhérente au fascisme. En même temps, les années 30, le fait de la grande crise économique, la montée du fascisme vont tourner chaque parti vers ses propres problèmes, le problème interne. À cause de la crise économique. À cause de la crise économique, mais aussi à cause de le fascisme, le lien fascisme-guerre va effrayer beaucoup de socialistes. Et ils vont être, dans les années 30, beaucoup de socialistes vont être confrontés à une question qui est assez difficile. Est-ce qu'on est plus pacifiste qu'antifasciste, essentiellement? Ouais. Et la guerre civile d'Espagne va être une bonne partie autour de ça. Et beaucoup d'eux vont dire que la menace, le fascisme est horrible, c'est affreux, mais la principale menace, c'est la guerre. Donc, il faut tout faire pour... Donc, ce qu'il faut faire, il faut temporiser, mais aussi ne pas confronter ces pays fascistes. Si on les laisse tranquilles, peut-être ils vont nous laisser nous tranquilles. Ouais. Il ne faut pas chercher des problèmes. On a assez de problèmes chez nous. Et donc on se ressente un peu sur... Les années 30, à part la guerre civile d'Espagne va être une exception un peu compliquée, mais essentiellement dans les années 30, surtout la deuxième moitié des années 30, chaque parti devient beaucoup plus national. Sa vision politique est beaucoup plus nationale dans un cadre national. C'est pas un moment glorieux ou un moment très actif en termes de l'internationalisme socialiste. D'accord. Donc, peut-être qu'on peut prendre rapidement le cas de la guerre civile espagnole, mais à ce moment-là, justement, c'est quand même en France, c'est un front populaire. Oui, exactement. Là, les communistes ont décidé qu'ils pouvaient collaborer. Oui, mais il y a le front populaire qui et la guerre civile espagnole est une tragédie pour beaucoup de gens. Pour les socialistes, il y a les socialistes français qui sont à la tête du gouvernement avec Léon Blum, qui est Premier ministre. Mais la question, c'est... C'est un gouvernement républicain dominé par les socialistes qui est au pouvoir et qui est face à un coup d'État militaire. Ouais. Le gouvernement, qui est un gouvernement légitime et aussi fortement influencé par les socialistes, ce gouvernement fait appel à l'aide internationale. Ouais, ce qu'elle peut faire, elle a le droit de faire, c'est le gouvernement légitime, on devrait l'aider. Pour les socialistes, c'est aussi les socialistes. Et la notion de solidarité est très, très forte. En même temps, les chefs des partis ne veulent pas trop intervenir en Espagne. Ils craignent que l'Espagne va élargir, la guerre en Espagne va élargir et on va finir en guerre européenne, ce qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on voit dans plusieurs partis, c'est une partie des militants vont organiser une aide à l'Espagne et les chefs des partis vont être au mieux, ils vont le permettre. Au pire, ils vont essayer de l'entraver. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions entre des militants qui disent, écoute, on est des socialistes, on devrait les aider. Et les chefs, pour la plupart des chefs de parti qui disent, non, il faut être prudent, ça vaut pas la guerre, il faut pas d'imprudence. Et à la fin, ça va en grande partie paralyser les partis socialistes. Et ça va créer beaucoup de tensions à l'interne. Le fait que les communistes sont très, très impliqués dans l'appel à l'aide et à l'organisation de l'aide à la République, et en effet, c'est l'Union soviétique qui va intervenir en Espagne aux côtés de la République, fait que ça rend les choses encore plus compliquées pour les socialistes. Parce que, ils ne veulent pas s'associer. Parce que là, il y a quand même certaines alliances. Mais on est toujours très méfiant envers les communistes. Okay. On est sûr qu'il n'y a pas de bonne volonté là-dedans. Dès que les communistes proposent quelque chose, la question pour la plupart des socialistes, c'est
qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est très, la guerre civile est un moment, 3 ans qui sont très divisives, très difficiles, et le socialisme comme mouvement européen sort de la guerre très affaibli. Parfait. Donc, sur ça, on va aller en pause musicale. On va écouter le chant des partisans, donc, qui était diffusé là, par BBC, notamment en France, pour les résistants à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis on vous revient après la pause musicale. Bonne écoute. Sur nos plaines, amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Donc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Nous poursuivons notre chemin sur celui des socialistes et de l'internationalisme. On termine un bloc, on couvrait beaucoup, hein, donc là, il y a une bonne partie du livre qu'on ferait très, très rapidement. Il faut l'acheter. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut quand même donner le goût aux gens d'acheter le livre. Donc, faites-le. Là. Oui. Non, c'est un peu cher, en effet, malheureusement. Oui, mais bon. C'est un livre, un grand livre. Donc, c'est pour ça là, que ça explique le prix. Donc, on va s'intéresser à l'après-guerre. Et on pourrait commencer justement, pendant la guerre, l'internationale, est-ce qu'elle meurt, l'internationale ouvrière socialiste? Non. L'institution elle-même est en veille. Mais l'internationale va être... De toute façon, la coopération internationale va se faire en exil. Beaucoup à Londres, parce que les Allemands, les Tchèques, pas mal de Français... Les gouvernements d'exil sont tous là. Et beaucoup de socialistes. Les socialistes sont en exil, beaucoup sont à Londres. Et donc, et le Parti travailliste est de loin le plus important maintenant, le Parti travailliste. Donc, les autres sont détruits en Allemagne. Oui. Ils sont... Donc, la coopération internationale socialiste va se faire en grande partie à Londres pendant la guerre et ça va être une période assez tendue parce que les travaillistes vont essayer de prendre le contrôle de tout ça. Okay. Et il va y avoir confronté à une résistance à la fois des membres du Parti travailliste, mais aussi des socialistes allemands, français, italiens, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Sur les travaillistes... Mais c'est pas le seul. Il y a aussi, en Scandinavie aussi, Willy Brandt qui va être le premier chancelier socialiste allemand, passe l'Allemagne nazie en exil, mais en Scandinavie. Donc, il y a aussi des noyaux, mais Londres est le principal centre de coopération. Donc, ils vont réussir finalement à former une nouvelle éventuellement. La refaire, en quelque sorte. Si on pourrait s'intéresser un peu à la construction européenne en tant que telle, donc ce qui va mener éventuellement à l'Union européenne. Quel rôle va jouer les socialistes dans les prémices de cette Union européenne-là? On peut penser, il y a eu quelques traités auparavant. Oui, globalement, les socialistes, globalement, sont pour l'intégration européenne, pour une Union européenne. Ils disent ça toujours. Il n'y en a pas beaucoup qui sont contre le principe. On pense à une fédération? Mais c'est ça. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que d'une certaine façon, il n'y a pas grand monde en Europe à cette époque qui est contre. Il va y avoir beaucoup de
beaucoup de débats et beaucoup d'échanges et pas mal de tensions autour de quel est le contenu de ce Europe. Est-ce qu'on veut une Europe qui est unie, intégrée et socialiste? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire une Europe socialiste? Et pour longtemps, les socialistes européens, les principaux, les Allemands, les Français, il faut dire que les travaillistes vont se mettre à l'écart sur la question européenne. Déjà, le Brexit avant l'heure. Très vite, le Parti travailliste après va devenir pro-européen, mais dans les années 40 et 50, elle est contre la participation britannique à tout ça. Mais les Français, les Allemands, les Belges, les Hollandais vont tous dire que ce qu'on veut surtout pas, c'est un Europe libéral. C'est-à-dire essentiellement américaine, non, plutôt un Europe. Oui, dominé par les Américains. Les Américains, ça c'est un problème, mais surtout l'idée d'une un Europe qui est construit, qui est un projet d'économie libérale, essentiellement un zone libre d'échange. Ils ne veulent pas ce type de Europe. Ils disent que c'est exactement ça qu'on ne veut pas. Il faut avoir toutes sortes de protections, programmes sociaux, une rationalisation à travers les frontières, etc., etc. Il y a toutes sortes de... Et à la fin, ils n'ont pas en grande partie tout ça. En effet, à la fin, les socialistes européens, la plupart, sauf les Britanniques, acceptent le traité de Rome. Ils qui mène à la communauté européenne, exactement, et qui, en large partie, reflète l'Europe qui disait avant qu'ils ne voulaient pas. Oui, c'est ça. Donc, la question, c'est comment on est rendu là. Plusieurs raisons, en partie parce que le calcul était que c'est mieux d'avoir ce type d'Europe qu'on peut ensuite socialiser que d'avoir pas d'Europe. Qu'on réformerait. Donc, on va faire ça en étapes. Après ça, il y a des facteurs un peu plus conjoncturels. Le SFIO et Guy Mollet, qui est quand la France prend les grosses décisions, les décisions importantes en 55 et 50, essentiellement en 55, mais en 56 aussi, en faveur de ce qui va devenir le traité de Rome, c'est le gouvernement de Guy Mollet, qui est un socialiste, qui est la tête du Parti socialiste, qui va pousser très fort pour cela. Même si Mollet était un des premiers qui disait toujours qu'il ne voulait pas ce type d'Europe. Une des raisons pour tout ça, c'est que Mollet avait besoin d'une Europe. Il pensait à une Europe unie en façon à une communauté européenne, économique européenne, pour résoudre le problème d'Algérie. Auquel la France était complètement un problème qui était pris, qui était un énorme casse-tête. Et l'idée, d'une certaine façon, l'idée pour Mollet était de convaincre les Européens de financer le développement d'Algérie. Parce que Mollet désespérément voulait, et les socialistes français pas seulement voulaient désespérément trouver une solution entre le statu quo colonial, qui ne marchait pas, évidemment. Il y avait une énorme insurrection, une guerre anticoloniale, et l'indépendance d'Algérie. Et l'idée, c'était l'idée de développement de l'Algérie. Donc, le développement de l'Algérie qui va faire de l'Algérie et la France un tout économique. Mais ça, c'est un projet avec la France-Afrique plus... France-Afrique, mais oui, peut-être. Il y avait ça aussi, mais surtout avec l'Algérie. On va vraiment intégrer économiquement l'Algérie et la France ensemble. Ils vont être ensemble. Tout ça, ça coûte extrêmement... Pour être crédible, ça coûte extrêmement cher. Il faut trouver l'argent. La France n'a pas assez d'argent pour financer ce projet. Si on garde tout ça dans une Europe unie, là, ça peut devenir un projet européen. Mais ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Mais c'était donc, d'une certaine façon, les années 50, il y avait rien d'évident que les socialistes acceptent cette Europe. C'était vraiment l'Europe qu'ils ne voulaient pas. Mais à la fin, ils l'acceptent parce qu'ils décident qu'ils n'ont pas d'autre choix, que c'est quand même le début de quelque chose.
Et peut-être, à court terme, ça peut nous aider à résoudre des problèmes qui sont assez importants. Ouais, avec les problèmes coloniaux, ben justement, on peut rebondir sur ces problèmes coloniaux-là. Okay. Bon, c'est vraiment la période de décolonisation là, où on serait rendu. Là, les années 50, 60. On touchera pas trop finalement au bloc de l'Est. Là. On aurait pu aussi en discuter beaucoup parce que évidemment c'est un sujet important. L'Europe est divisée en deux, comme vous le savez tous, j'en suis persuadé. Et donc, par rapport aux empires coloniaux, là, évidemment, les positions changent parce que déjà, dans le monde colonial, c'est plus la même chose. Il y a des endroits où c'est l'insurrection, là, une guerre d'indépendance, comme en Algérie, comme en Indochine. Et puis même avant que ce soit déjà le cas, parfois, c'est les gens qui vont mener ces guerres-là. Ils sont inspirés du socialisme, ils sont inspirés du communisme aussi, surtout. Mais quel lien ont les socialistes européens avec les gens dans les colonies? Est-ce qu'il y a des associations de socialistes là-bas? Ça ressemble à quoi un peu? Oui, c'est plusieurs choses. Après 1945, les contacts entre les socialistes européens et des gens socialistes, des noms qui viennent des colonies, il y en a beaucoup plus. En effet, dans l'entre-deux-guerres, il y a très, très peu de... les colonies, la politique socialiste coloniale se discute entre Européens. Ouais. C'est beaucoup moins le cas après 1945. Par exemple, en 1953, les partis socialistes asiatiques en Asie, plusieurs partis vont créer une type internationale socialiste de l'Asie. Okay. Et ils vont prendre une position et les Européens sont très, très hâte de s'intégrer, de s'unir avec eux parce que les socialistes européens savent qu'ils sont très européens et très blonds dans un monde qui devient beaucoup plus... un monde en pleine décolonisation. Donc, l'idée, si on pouvait avoir les socialistes asiatiques avec nous, on pouvait répondre à cette critique constante qu'on est juste des Occidentaux. Et les socialistes asiatiques sont très, très clairs. Ils veulent une position claire, sans ambiguïté, l'indépendance nationale pour toutes les colonies, peu importe. Donc, il faut... Et donc ça cause beaucoup de tensions. Ce que les socialistes, au début, ce qu'ils proposent, c'est plutôt le développement. Ils disent... et surtout, ils ont l'Afrique, les colonies africaines en tête, parce que, rendu dans les années 50, la plupart de l'Asie est déjà décolonisée avec l'Inde, la Malaisie, etc. Et l'idée, c'est que... ils disent... L'indépendance politique, le gros problème, c'est la pauvreté pour ces colonies. L'indépendance politique ne va pas changer ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, oui, on peut parler de l'indépendance politique, oui, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est un énorme projet, un énorme programme de développement pour ces pays. Et pour longtemps, les socialistes vont faire ils vont mettre ça vraiment sur l'avant, ils vont faire beaucoup de lobbying aux Nations Unies, auprès de leur gouvernement. Ils vont dire que les pays occidentaux, les pays riches ont une obligation très, très importante de financer, d'aider, de financer ce développement. Ça ne va pas être assez pour les socialistes asiatiques et africains. Et éventuellement, rendu à la fin des années 50, la plupart des partis socialistes vont essentiellement endosser l'indépendance nationale. Disons que ça va prendre un peu plus de temps pour le Parti français parce qu'il y a le cas de l'Algérie et ça, c'est un casse-tête énorme pour les partis français et pas seulement. Mais éventuellement, ils vont se rendre compte, ils vont accepter qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Même s'ils sont convaincus que il y en a plusieurs qui craignent que c'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de socialistes qui disent, écoute, il y a la question de la pauvreté dans ces sociétés. Plusieurs de ces sociétés, dans ces sociétés multiethniques avec des fortes divisions, peu importe s'ils étaient créés ou encouragés par le colonialisme, la réalité, c'est que maintenant, ces divisions ethniques, linguistiques existent. Qui va protéger les minorités dans tout ça? Et donc, il y a toutes sortes de craintes. Et il y a beaucoup qui disent que c'est irresponsable. C'est
partir. Mais à la fin, il n'y a pas de choix. Politiquement, il n'y a pas d'autre possibilité d'une certaine façon. Et donc, ils vont d'une certaine façon se rallier à l'évidence, rendu à la fin des années 50, début des années 60. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Imler. Okay. Ce sera tout pour aujourd'hui, malheureusement. Merci beaucoup. Oui, il y a plusieurs autres questions auxquelles on pourra trouver des réponses dans l'ouvrage. Je vais répéter le titre pour ceux qui sont intéressés. The Practice of Socialist Internationalism, European Socialist and International Politics, 1914-1960. Donc, je vous encourage à le procurer si ça vous intéresse, puis à réécouter l'entrevue. Sinon, n'hésitez pas. Donc, merci. Merci bonne beaucoup. soirée. Merci. Au revoir.